La librairie Ombre Blanche accueillait Romain Huret, historien des États-Unis, directeur d'études à l'EHESS qu'il dirige depuis 2022. Il est l'auteur des ouvrages La fin de la pauvreté, Les millions de Monsieur Mellon et des documentaires Climat, une guerre américaine et L'Évangile de la richesse. Romain Huret présentait samedi 21 février 2026 son ouvrage intitulé Les oubliés de la Saint-Valentin, des vies à l'ombre du mariage, paru aux éditions La Découverte. En analysant les modes sociaux, économiques et sociologiques des personnes célibataires aux États-Unis au XXe siècle, l'auteur brosse le portrait d'une société ancrée dans le matrimonial et présente de nouvelles configurations familiales. La rencontre était animée par Anne-Lise Rodrigo, historienne contemporanéiste à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Je voudrais remercier tout d'abord Romain Huret de sa présence évidemment à Toulouse. Je ne vais pas trop le présenter, je vais laisser Anne-Lise parler évidemment et la rencontre, vous découvrirez son travail tout au long de cette rencontre. Je vais dire un mot sur Anne-Lise Rodrigo qui fera la modération, qui a accepté de discuter avec Romain aujourd'hui. Anne-Lise, elle est enseignante dans le secondaire, c'est ça actuellement ? Et elle a été historienne et elle a travaillé notamment sur l'histoire des réfugiés et des migrations, notamment au Canada, pendant ses recherches. Et voilà, merci beaucoup Anne-Lise d'être avec nous aujourd'hui. Et vous rappelez aussi évidemment que le livre est disponible à l'accueil de la salle et que vous pouvez vous le procurer dès maintenant ou à l'issue de la rencontre et que Romain, si vous le souhaitez, sera également prêt à le dédicacer et à répondre à vos questions dans un moment informel à l'issue de la rencontre. Donc voilà, je vous souhaite une belle rencontre et merci encore Romain et Anne-Lise. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, de venir présenter votre livre à Toulouse. Donc vous êtes historien, vous êtes spécialiste des États-Unis, vous êtes président de l'EHESS, donc c'est l'école des hautes études en sciences sociales, c'est l'une des très grandes écoles que nous avons en France. Pour faire simple, vous vous intéressez aux gens. Vous vous intéressez aux pauvres, aux fonctionnaires, aux ouvriers, aux délinquants fiscaux et ici aux célibataires. Vous étudiez différentes mobilisations collectives, je pense notamment à vos recherches sur les contestations fiscales, dans lesquelles vous montrez que les principaux acteurs ne sont pas des individus à la marge de la société, comme on l'a pensé pendant très longtemps, mais au contraire bien intégrés. Vous proposez ici encore, dans cet ouvrage, une histoire d'une catégorie marginalisée, les célibataires, afin de les replacer au cœur des principaux questionnements de la période. Alors c'est un ouvrage qui est très agréable à lire, il est riche de nombreuses illustrations qui nous permettent de voir vos sources. Nous traversons avec vous les États-Unis grâce à de nombreux parcours de vie. Vous suivez des migrants, des domestiques, des protestantes, des mineurs. Vous nous offrez une plongée dans un monde à la marge de la société, marqué par l'importance du mariage, mais qui se trouve au cœur des bouleversements du 19e siècle. Alors notamment les flux migratoires, l'urbanisation, le capitalisme, les transports, les questions religieuses, l'émancipation féminine, la brutalité du monde industriel, mais aussi la peur, et je mets des guillemets, de la dégénérescence de la race blanche, la libération sexuelle. À partir de cette focale qui est très originale et très stimulante sur la société états-unienne, vous nous permettez d'appréhender d'une manière nouvelle et extrêmement pertinente des éléments historiques familiers. Donc mon objectif sera ici de présenter la grande richesse des thèmes abordés dans cet ouvrage, sans, comme le disent les Canadiens, divulgation, donc spoiler vos arguments. Donc tout d'abord, je vais commencer par quelque chose de très simple. Comment définissez-vous une personne célibataire ? Non, ça marche. Je ne vais pas jouer au jeu dans la salle de demander qui est celle qui se pense être célibataire ou pas célibataire, mais ça a été une vraie difficulté au départ d'arriver à définir la catégorie. Quand j'ai commencé le livre, il y avait une expression que j'évoque et à laquelle je mets des guillemets pour désigner les célibataires. C'est quelque chose que vous connaissez, je suis sûr que dans vos familles, vous en avez. Vous avez entendu cette expression, c'est les vieilles filles et les vieux garçons. Et je vois tout le monde sourire, donc vous voyez, vous avez dû entendre dire que quelqu'un était un vieux garçon. Et on dit ça souvent très lentement et avec beaucoup de discrétion. Voilà, on dit c'est un vieux garçon, puis on explique pourquoi c'est un vieux garçon, pourquoi c'est une vieille fille, et puis là il y a tout le récit familial qui se met en place. On a tous connu cela, mais derrière l'expression qu'on connaît tous, il y a des choses intéressantes. La première chose, c'est l'âge, vieux et vieille. C'est-à-dire que ce qui définit ce qui m'a intéressé, c'était cette idée qu'il y avait quelque chose de spécifique en fonction de l'âge. Si on est tous célibataires, à la naissance, tout le monde est célibataire,
il y a un moment où ce célibat devient un problème. Quand on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est pas un problème. Au contraire, il y a beaucoup de rituels partout sur les célibataires. Il y a des fêtes des célibataires. Vous connaissez peut-être la Sainte-Catherine dans le Nord. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans le Sud-Ouest, mais il y a des rituels du célibat et des femmes pas mariées qui vont chercher quelqu'un. Mais cette idée très vite m'a semblé pas la meilleure à suivre, cette idée de m'intéresser à tous les célibataires et toutes les formes de célibat. Ce qui m'a intéressé très vite, c'est de m'intéresser aux vieux et aux vieilles, au célibat qui devient définitif. Le moment où le célibat devient pour beaucoup, ou peut être vu comme un problème. Et donc l'idée était pour moi de m'intéresser à cette catégorie-là, le célibat définitif. Mais il fallait fixer une barrière d'âge. Il y a deux moyens de le faire. Il y a la manière dont les démographes le font. Je ne sais pas s'il y a des démographes dans la salle, mais les démographes sont des gens très sérieux et souvent un peu pessimistes. Donc ils fixent la barre du célibat définitif très haute. C'est 50 ans, 45-50 ans. Et qui correspond à peu près, notamment pour les femmes, au moment où la procréation ne sera plus possible. Donc ils estiment que à ce moment-là, c'est terminé. Il n'y aura plus du tout de mariage. Donc on peut considérer que le célibat est définitif. Cette catégorie, je l'ai prise un peu au départ comme outil de travail, mais elle ne correspondait pas exactement à ce qui m'intéressait. Et donc, je l'ai légèrement abaissée, de 45 à 35 ans. Parce que cette catégorie, pour les États-Unis, était celle à laquelle on commençait à voir le célibat comme définitif, et celle à laquelle les institutions aussi instauraient le caractère définitif du célibat. Pour le dire très simplement, aux États-Unis, le fisc définit un célibataire définitif à partir de 35 ans. Et donc vous payez des impôts plus élevés parce que vous êtes considéré comme célibataire définitif. Donc la catégorie, elle commence à se préciser, des hommes et des femmes célibataires de plus de 35 ans. Ceci étant dit, il a fallu que j'exclue encore deux catégories pour vraiment avoir un corpus homogène, qui étaient les divorcés, donc les hommes et les femmes divorcés, qui sont aussi dans la catégorie célibataire, mais qui pour moi correspondent à autre chose que le célibat qui m'a intéressé, et le veuvage, catégorie très importante aussi, mais qui correspond à une catégorie de gens, d'hommes et de femmes qui ont déjà été mariés, et le statut est très différent. Donc finalement, pour le dire vite, et désolé j'étais un peu trop long, les célibataires dans mon livre sont les hommes et les femmes jamais mariés de plus de 35 ans. Dans la salle, mais il y en a peut-être. Voilà, si c'est votre cas, vous avez des confrères et des consoeurs aux États-Unis tout au long du XXe siècle. Donc une catégorie très précise, mais aussi suffisamment souple pour qu'on puisse l'adapter à des réalités multiples. Et cette souplesse fait qu'il peut y avoir aussi ce que j'appelle dans le livre des sorties de célibat, c'est-à-dire que mon corpus est homogène, mais il n'exclut pas des gens qui ont pu quitter le célibat à un moment ou à un autre. Et j'évoque quelques cas dans le livre, de femmes notamment, qui ont souvent prôné le célibat comme un mode de vie et qui ont fini par se marier. Vous montrez dans votre ouvrage qu'on parle souvent à la place des célibataires. Vous avez parlé notamment des démographes, mais aussi des médecins. Et l'originalité de votre travail aussi, c'est d'apporter un nouveau type de sources, qui sont les écrits du fort privé. Donc comment trouvez-vous les célibataires, et notamment leurs journaux intimes, où il y en a de nombreuses dans l'ouvrage, les photographies. Parce que les journaux intimes sont-ils similaires à ceux des personnes non mariées ? Est-ce que vous avez des similitudes ou pas ? Et que nous donne-t-il à voir de la vie des célibataires, de leurs sentiments ? Donc c'est sur les écrits du fort privé. Alors, deux questions peut-être écrits du fort privé, mais une autre question avant, c'est celle de la parole des célibataires. Et c'est dans les travaux qui existaient avant que je ne commence le livre, on parle souvent pour les célibataires. On les voit toujours comme un problème. Et souvent parce qu'on parle à leur place. Et donc on met en avant essentiellement des écrits, des manières de les regarder qui émanent de personnes qui sont souvent mariées et qui voient le célibat comme un problème. L'exemple le plus simple et qui est un des plus beaux livres qui a été écrit sur les célibataires, et je suis persuadé qu'il était à la librairie Ombre Blanche, c'est une série d'articles que Pierre Bourdieu a rédigés sur les célibataires de son Béarn natal. Pierre Bourdieu, quand il était jeune, vivait dans le Béarn, et il se souvient de quelque chose qui l'a beaucoup frappé quand il était enfant, c'était de voir des hommes célibataires
qui était assise sur le côté pendant les bals du samedi soir. Et ça l'a beaucoup marqué enfant. Et au fur et à mesure de son départ, il y a eu l'Algérie, il y a eu Paris, il y a eu plein de choses. Il revenait régulièrement dans le sud-ouest. Et cette image-là le frappait. Il retrouvait ces mêmes hommes qui finalement ont très vite fait le choix de ne pas se marier et de ne pas danser. Et ça l'a perturbé. Ça l'a tellement perturbé c'est le seul exemple de science sociale, à ma connaissance, où quelqu'un a écrit 3 fois le même article. C'est-à-dire, ça l'a complètement obsédé toute sa vie. De comprendre pourquoi ses amis d'enfance n'avaient pas cherché quelqu'un à épouser pendant les bals du samedi soir. Pourquoi ils étaient restés sur le côté. Et donc il s'intéresse à cela, il va faire une des réponses qui m'ont beaucoup intéressé, puisqu'il va mettre en avant les questions testamentaires, les questions d'héritage, leur vision aussi du monde, de la famille. Et je me suis beaucoup inspiré de l'importance que Bourdieu a donnée aux structures économiques, on en reparlera peut-être, testamentaires, fiscales, qui peuvent expliquer aussi la particularité du célibat. Mais chez Bourdieu, comme chez d'autres, même s'il le fait un peu plus dans le deuxième article, il donne rarement la parole aux célibataires. C'est-à-dire qu'il les voit, il les regarde un peu comme des bêtes curieuses, ils sont dans le coin, et je suis sûr que comme dans vos familles, fermez les yeux un instant et pensez aux vieux garçons, aux vieilles filles dont vous avez entendu parler enfant, je suis persuadé qu'elles étaient souvent sur le côté. Et finalement, on sait assez peu de choses sur elles, sur eux, parce qu'ils parlaient très peu. Et on parlait souvent à leur place. Et on expliquait pourquoi ils étaient célibataires. Et donc pour moi, il y a eu un vrai défi d'arriver à écouter la parole des célibataires et les silences du célibat et qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai eu recours à ce qu'on appelle en histoire des écrits du fort intérieur, des écrits de l'intime, et en particulier des journaux intimes, qui m'ont beaucoup aidé à écouter les célibataires. Cette fois-ci, c'est elles et eux qui parlaient, et il n'y avait plus de filtre là. Il y avait des stratégies d'écriture, je vais y revenir, mais il n'y avait plus de filtre d'autorité parlant pour eux. Les autorités, c'est l'Église, les hommes politiques, les intellectuels, des juges qui parlent pour les célibataires et qui souvent condamnent les célibataires. Là, on avait une autre histoire qui était racontée, et donc il a fallu que j'aille chercher ces écrits. Ça a été extrêmement compliqué. J'ai mis, comme je disais, plus de 15 ans à écrire ce livre. Il m'a fallu des années avant d'obtenir ces journaux intimes, parce que ma demande était un peu dingue auprès des archivistes. Je leur demandais des journaux intimes écrits par des hommes et des femmes jamais mariés de plus de 35 ans. Donc ça devenait très très compliqué. À tel point que souvent ils m'ont envoyé des journaux intimes où je me rendais compte que finalement les personnes étaient divorcées, les personnes étaient veuves ou veufs. Donc ça n'a pas été simple du tout d'obtenir l'ensemble de ces documents. J'y ai trouvé des documents absolument extraordinaires. Mon préféré de très loin, et c'est le document le plus incroyable du livre, c'est un journal intime qui a été écrit par un trappeur de l'Alaska, donc un homme célibataire, et les journaux intimes sont très rares, et qui a été écrit au dos de bouteilles de lait, des emballages de bouteilles de lait. Et c'est un homme qui a vécu dans l'Alaska, et donc qui était trappeur, un coureur de bois, après la Seconde Guerre mondiale, qui vivait seul, et qui écrivait au dos des bouteilles de lait, il décollait les emballages, et il écrivait avec un stylo son journal intime. Il y avait des entrées, on a le jour, et il raconte ses journées passées dans la nature, passées sur son traîneau avec des chiens, les moments de chasse. Il écrit des poèmes aussi. Bref, une source extrêmement intéressante, tout à fait étonnante. Et ma demande a rendu fou les archivistes parce qu'ils ont eu peur qu'en photographiant, parce que j'allais pas aller en Alaska pour juste un journal intime qui était assez court, ils avaient peur qu'en photographiant les dos des bouteilles de lait, tout s'efface. Donc ils ont pris plein de précautions, ils ont dû protéger les documents. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ces journaux intimes avec une très grande différence entre les journaux intimes des hommes et des femmes. Les journaux des femmes sont très remplis, elles écrivent beaucoup, elles écrivent régulièrement. On a parfois des journaux intimes sur 35 ans qu'elles remplissent pratiquement chaque jour et elles noircissent chaque entrée, elles donnent beaucoup de détails sur leur vie. Les écrits des journaux intimes sont beaucoup moins nombreux. Les hommes écrivent beaucoup moins de journaux. J'en ai trouvé 4 sur la 50aine que j'ai pu trouver. Sur les 4 qui ont été écrits, il y a celui du coureur des bois que je mets un peu à part, écrit au dos de bouteilles de lait. Les 3 autres sont tapés à la machine de manière intéressante, comme si l'écrire à la main était un problème pour un homme. C'est-à-dire d'acheter un journal intime, souvent considéré comme une activité féminine. Donc les hommes préfèrent les taper à la main. Donc pour moi, c'est plus simple parce que c'est plus facile à lire. Mais l'ensemble du journal est tapé à la main. Et de manière intéressante, les hommes ne parlent jamais d'eux.
et il ne parle que de politique, que de vie politique ou du travail. Ce qui est intéressant, parce que ces questions-là m'intéressent aussi, mais il parle extrêmement peu d'eux. Les femmes, c'est plus intéressant, et pour répondre à la question, les journaux intimes m'ont donné une clé très riche pour l'ensemble du livre, puisque dans ces journaux, les femmes parlent très peu d'elles. Par contre, elles parlent beaucoup des autres. Et c'est un argument que je défends énormément dans le livre. Les célibataires, hommes et femmes, sont au service des autres. Et les journaux sont flagrants de ce point de vue-là. Ils observent le monde extérieur et ils racontent le monde extérieur. Dans la famille, dans le travail, dans des associations, dans les cours de l'église du dimanche, bref. Régulièrement, les célibataires se mettent au service des autres et parlent des autres, regardent les autres et en parlent. Ils et elles parlent très peu d'eux. Et ça, c'est un argument que j'ai très vite mis en avant comme quelque chose d'extrêmement intéressant. Être célibataire, on en parlera peut-être, c'est payer plus d'impôts ou subir aussi des discriminations, mais c'est aussi avoir un rapport très particulier dans la société, avoir une place que Bourdieu voyait bien. Hein. C'est bien ces hommes qui sont sur le côté, mais ces hommes-là, ils regardaient probablement les autres, et peut-être ils parlaient des autres, ils les surveillaient, ils les protégeaient. Ils avaient une place très particulière dans la famille. Donc, pour répondre à la question, ces journaux intimes m'ont donné une clé extrêmement intéressante pour comprendre la vie de ces hommes et de ces femmes jamais mariés. Donc on peut en venir au dévouement. Le dévouement, vous montrez qu'il est légitime dans la sphère familiale où on aide un parent, un frère ou une sœur ou une personne en situation de handicap. Mais vous montrez que ce dévouement est refusé dans la sphère politique. Notamment, vous étudiez le militantisme des célibataires. Alors j'étais très intéressée personnellement pour vos lignes sur les célibataires dans l'humanitaire. Et vous étudiez aussi la question des rapports de genre dans le militantisme. Pouvez-vous développer comment l'étude du célibat vient éclairer la question du genre dans ce militantisme au XXe siècle, par exemple, la question du droit de vote ou même la question fiscale que vous abordez aussi? Les célibataires sont, comme je l'ai dit, ils sont au service des autres. Ils le sont d'abord dans la famille. Il y a un terme très important qui est utilisé, c'est le terme de dévouement, que j'ai préféré à celui qu'on utilise régulièrement pour parler des célibataires hommes et femmes, qui est celui du sacrifice. Et il faut bien voir qu'au début du XXe siècle, dans les familles nombreuses, celles qu'étudiait Bourdieu, il y avait une notion qui était très présente pour des raisons religieuses du sacrifice, et souvent du sacrifice d'une des filles célibataires. Et la célibataire, elle se sacrifie, entre guillemets, ou les hommes célibataires, c'est ce que montre Bourdieu, se sacrifient pour garder le terrain familial. La clé que donne Bourdieu à son livre Le bal des célibataires, c'est que les hommes du Sud-Ouest, certains ne se marient pas parce qu'ils se sacrifient pour les terres familiales. Ce que lui appellera habitus, en utilisant tout le jargon sociologique et bourdieusien. Ça renvoie à cette notion de sacrifice. C'est-à-dire que le célibataire est celui qui se sacrifie dans la famille. Ce terme m'a posé un petit peu de problème, et même la manière dont Bourdieu les voit, parce que je pense qu'ils ne se sacrifient pas complètement, d'où le choix du terme de dévouement. Ils ne se sacrifient pas totalement parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Le sacrifice, quand on se sacrifie, on n'attend rien en retour. On le fait pour des raisons religieuses ou des raisons qui nous dépassent. Donc un sacrifice, vous n'attendez rien en retour. Les célibataires attendent quelque chose en retour. Et ce qu'elles attendent souvent, c'est l'héritage. Et ça renvoie à ce que raconte aussi Bourdieu, et peut-être là, il a peut-être raté quelque chose dans le regard qu'il portait sur ces garçons célibataires. Les célibataires, hommes et femmes, attendent en retour la maison familiale, ou la propriété familiale, ou l'appartement familial. Et il y a un élément que j'évoque souvent dans le livre, qui est la perte d'héritage. Et notamment chez les femmes. Et ça se voit énormément dans les journaux intimes. Elles sont souvent très calmes, elles se dévouent tout le temps pour les autres, mais il y a un moment où le ton change dans les journaux intimes, c'est à la mort des parents et du deuxième parent lorsqu'elles n'obtiennent pas l'héritage. Là, c'est plus du tout un ton gentil et policé et agréable. Là, il y a conflit. Alors, aux États-Unis, pour des raisons très particulières qui sont liées à la liberté testamentaire, il n'y a pas de part réservée aux États-Unis. Les parents font ce qu'ils veulent de l'héritage. Ils peuvent donner à n'importe quel enfant l'ensemble de l'héritage. Il n'y a pas de contestation possible, puisque la liberté du testamentaire est totale aux États-Unis. En France, vous savez, il y a une part réservée, donc ça limite le choix des parents. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas.
les femmes qui se dévouent attendent l'héritage. Et quand elles ne l'ont pas, quand le père ou la mère préfère un frère, une sœur, souvent mariés, là il y a conflit. Là on voit bien les limites du Notamment avec la belle-sœur qui vient. La grande inquiétude, hein, c'est le retour de la belle-sœur dans la maison familiale et le fait qu'on va demander à la célibataire de se sacrifier une deuxième fois. Là où elle s'était sacrifiée pour ses parents, elle se sacrifie désormais pour son frère et sa belle-sœur. Le frère, pourquoi pas, la belle-sœur, c'est souvent hors de question et elle déteste souvent la belle-sœur. Les mots sont très violents, très tendus hein, dans le livre, hein, enfin, dans les journaux intimes où elle refuse de se sacrifier une deuxième fois pour élever les enfants de son frère et de sa belle-sœur. Et c'est un schéma qui revient souvent, hein, puisque la mort des parents rend les célibataires souvent très dépendantes des biens familiaux. Il y a une autre forme de dévouement qui m'a beaucoup surpris, même si j'en connaissais par d'autres travaux certaines, qui est la mise au service de la société. Les célibataires sont extrêmement dévoués pour les autres et participent, militent, s'engagent beaucoup au service des autres. Alors il y a une raison très pratique, très simple à cela, c'est que les célibataires ont plus de temps. Il y a une plus grande disponibilité en temps. Et si vous militez ou si vous vous engagez dans des associations ou des organisations charitables, vous savez qu'on dit souvent qu'on milite jeune, on milite vieux, mais entre deux, quand on est marié et quand on a des enfants, c'est plus compliqué de militer. On a moins de temps, moins de disponibilité. Donc là, il y a une sorte de trou militant hein, qui est lié à la vie de famille et aux responsabilités familiales. Les célibataires, dans beaucoup de cas, ont plus de temps parce qu'elles n'ont pas ces responsabilités familiales importantes. Et donc elles vont, parce qu'il s'agit beaucoup de femmes, militer. Pour des causes, vous l'avez évoqué, hein, des causes comme le droit de vote. Ce sont des célibataires qui vont très largement militer en faveur du droit de vote des femmes aux États-Unis au début du XXe siècle. Ce sont aussi des célibataires qui vont s'engager pour la cause humanitaire. Mais un des domaines les plus étonnants que j'ai trouvé, et je ne m'y attendais pas du tout en commençant le livre, c'est la question de la cause animale et de l'environnement. Cet engagement qui est très important aujourd'hui, hein, et on voit beaucoup de gens s'engager, notamment les jeunes générations qui s'engagent autour de cette cause. Les célibataires vont être pionnières, hein, puisqu'il s'agit essentiellement de femmes, dans la défense de la cause environnementale et la défense de la souffrance animale. Et à nouveau, ça renvoie à l'argument que j'ai dans le livre hein, du regard, de l'observation des célibataires. Elles regardent davantage, et elles vont voir le monde animal, elles vont voir la souffrance animale, elles vont voir les risques aussi que fait peser le développement de l'agriculture, des pesticides, etc. Je cite dans le livre quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est une très grande militante de la cause environnementale aux États-Unis, qui s'appelle Rachel Carson, qui a été redécouvert en France, puisqu'on a traduit récemment un livre qu'elle publie en 1962, qui s'appelle Printemps silencieux, qui est un très grand succès de librairie en 1962. Et c'est la première fois que quelqu'un dénonce l'usage des pesticides à outrance dans le monde agricole. Et elle dit, attention, on est en train de noyer les champs et les terres agricoles sous des flots de pesticides, et ça va avoir des conséquences pour le corps des êtres humains, ça en a pour les animaux, ça en a pour toute la société. Donc attention. De manière très intéressante, lorsque le livre paraît, elle va être violemment attaquée par la presse, par les conservateurs, par les hommes politiques, et bien évidemment par l'industrie de l'agrobusiness aux États-Unis. Et l'argument qui va être utilisé n'est pas celui de la scientifique qui s'intéresse à un problème de pesticides. Elle a une formation de biologiste, hein, donc elle a un argument scientifique sur l'usage et les dangers du recours à outrance aux pesticides. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'attaque parce qu'elle est célibataire. Et on met l'accent sur son célibat. Et on dit même, hein, de manière très violente, que son intérêt pour la fertilité des sols est lié à sa propre infertilité de femme. Et c'est dit au Congrès, c'est dit dans la presse. Hein. On fait un lien entre son célibat et son thème de recherche et son engagement pour la cause environnementale. Donc il y a Carson appartient à une très très longue lignée hein, d'hommes et de femmes célibataires qui ont eu un rapport très particulier à la nature, qui se sont dévoués pour la nature,
Il y a eu des femmes, il y a eu des hommes aussi. Je cite beaucoup d'hommes qui ont créé des clubs de randonnée, qui ont démocratisé la randonnée, qui ont pris part à l'ouverture de grands sentiers de randonnée aux États-Unis. Donc il y a un vrai engagement politique, militant des célibataires pour défendre des causes qui leur sont chères, et ils vont y consacrer une grande partie de leur vie. Alors vous parlez de la question de la lignée. Alors moi j'étais très étonnée par un document page 29, une carte des vieilles filles faite par l'État états-unien, et aussi un arbre généalogique de la famille Kallikak, où le généalogiste met en évidence la tare du célibat dans cet arbre généalogique. Est-ce que vous pouvez nous parler des liens entre la médecine, les célibataires et toute la question de l'eugénisme, ou qui voit le célibat comme une déviance, comme une anormalité à éliminer? Alors on revient au discours sur les célibataires. D'ailleurs on ne parle plus des célibataires eux-mêmes, et on parle des discours sur les célibataires. Mais pour comprendre leur histoire, et c'est pour ça que j'ai un premier chapitre qui évoque ces discours-là, parce qu'ils sont essentiels pour lire la suite, et pour comprendre la manière dont elles-mêmes vont avoir du mal avec ces discours qui les dénoncent. Au début il y a un siècle, et encore aujourd'hui on a des traces de ces accusations, on voit les célibataires comme des anormaux, comme des êtres dangereux, instables, inquiétants, dégénérés. C'est le terme qui est très souvent utilisé dans la vie quotidienne, dans la presse, et que j'ai moi-même retrouvé dans des journaux intimes. Je cite un cas d'un journal intime qui est écrit par deux sœurs. Enfin, chacune écrit son propre journal, mais parfois elles écrivent dans le journal de l'une ou de l'autre. Elles se voient comme des dégénérés. Et elles se traitent de dégénérés régulièrement, comme si elles avaient intégré cette idée que parce qu'elles n'étaient pas mariées, elles étaient dégénérées. Et vous avez absolument raison de rappeler qu'on voit apparaître des savoirs médicaux, psychologiques, qui vont expliquer la dégénérescence du célibat et des célibataires. En expliquant s'ils ne sont pas mariés, si elles ne sont pas mariées, c'est qu'elles ont un problème mental. Et on a toute une série de travaux de médecine, de travaux médicaux, d'analyses par de très grands psychologues. Vous avez cité celle qui est faite par un psychologue en 1912 qui va chercher à expliquer la folie mentale d'une jeune patiente dans un institut pour personnes souffrant de folie mentale. Et en regardant l'arbre généalogique de cette jeune femme, qui est alors très jeune, il va observer deux lignées dans son arbre généalogique. Une bonne lignée, et c'est l'arbre auquel vous faites allusion, la bonne lignée familiale, en blanc, qui est la lignée des mariés, ceux qui dans l'histoire familiale se sont mariés. Et l'autre lignée, qui est la mauvaise lignée familiale des célibataires. Et c'est cette lignée-là qui est responsable des problèmes mentaux de cette jeune femme. Et il en fait une théorie sur le célibat en disant le célibat crée de la dégénérescence, et donc si on maintient des célibataires dans la société, on va avoir un pays de dégénérés. D'où tous les stéréotypes sur la vieille folle à chat, la vieille folle avec ses chats, Crazy Cat Lady, on dit en anglais, les maladies propres aux célibataires masculins, la normalité, il y a des liens aussi avec l'homosexualité, on fait un lien très vite avec les déviances, comme on les voyait alors, liées à l'homosexualité. Bref, derrière le célibataire se cache un anormal, une anormale. Et les discours sont extrêmement forts, et vous voyez toute la difficulté pour l'histoire que j'ai racontée et pour mes célibataires, c'est qu'on les accuse sans cesse d'être égoïstes, anormaux, violents, dégénérés, alors qu'ils sont des exemples de normalité. Ils passent leur vie à travailler pour les autres, à travailler pour la famille, à s'occuper des parents, à s'occuper des frères et sœurs. Bref, ce sont les piliers de la famille, dans beaucoup de cas. La famille au sens le plus traditionnel du terme. Je rappelle que la personne qui va mettre en place la fête des mères est elle-même célibataire. La personne qui nous a poussé à célébrer toutes les mères du monde entier est une célibataire, dévouée à sa mère, dévouée à la famille, dévouée à ses frères. Ces célibataires-là passent leur temps à se dévouer pour les autres. On va travailler, on parlera peut-être des hommes, du cas particulier des hommes, qui travaillent énormément dans des secteurs d'activité très violents, très durs, tout au long du XXe siècle. Et ces hommes ou ces femmes, on les accuse d'être des anormaux, des déviants, des personnalités dangereuses, alors que c'est bien souvent tout l'inverse, des gens qui vont se dévouer, se sacrifier pour le reste de la société.
Oui, vous montrez en fait qu'il y a des portraits différents de la femme célibataire et de l'homme célibataire. Ils ne vivent pas dans les mêmes lieux, ils n'ont pas forcément les mêmes diplômes et pas du tout la même profession aussi. Est-ce que vous pouvez nous tisser, bon c'est difficile sur le 19e et 20e, mais un portrait de la femme célibataire que vous avez étudié et de l'homme célibataire pour qu'on puisse vraiment comprendre votre corpus? Alors, je vais peut-être répondre à une question, une évocation de la carte des vieilles filles qui est assez marrante, qui est une carte qui est faite par le bureau du recensement en 1898, qui est une carte assez drôle. Et la carte des vieilles filles met l'accent sur les États, plutôt sur la côte Est, aux États-Unis, où il y a beaucoup de célibataires féminines, alors que côte Ouest, il y a beaucoup de célibataires masculins. Et les agents du recensement, qui ont très peur de la dégénérescence du pays s'il n'y a que des célibataires, disent aux vieilles filles allez-y, allez vers l'Ouest. Et à l'Ouest, vous allez trouver quelqu'un pour vous marier. Voilà, on évitera d'avoir ces vieilles folles avec les chats, c'est ce qu'on dit alors. Et donc, on aura des mariages qui sont nécessaires à l'ensemble de la population. Donc, déplacez-vous, allez vers l'Ouest. Et un argument qui est utilisé, argument intéressant, dont je parle beaucoup dans le livre, c'est l'argument sur la longévité plus courte des célibataires. Hein. C'était beaucoup très utilisé au XIXe siècle, cet argument, notamment par des démographes français, qui mettent l'accent sur le fait que les célibataires vivent moins longtemps que les hommes et les femmes mariés. Et on utilise beaucoup cet argument auprès des femmes pour leur dire « allez vers l'Ouest, mariez-vous et vous vivrez plus longtemps ». Alors même si on adoptait l'idée que ces femmes puissent aller vers l'Ouest, et si vous connaissez un peu les règles sociologiques du mariage, alors je sais que l'amour n'a pas de, comment on dit, l'amour n'a pas d'oreille ou d'yeux ou je ne sais plus. Il en a quand même, en tout cas les sociologues l'ont montré, qu'on se marie plus souvent dans des milieux qui sont proches des siens. Et pour répondre à votre question, quand on regarde les hommes et les femmes célibataires, il n'y a sans doute pas plus opposés socialement que les hommes et les femmes célibataires au début du XXe siècle. Et dans une assez longue durée, quasiment jusqu'à aujourd'hui, ça a bougé, mais la tendance reste à peu près la même. Les femmes sont pour la plupart diplômées, très diplômées. Elles sont pour beaucoup passées par l'université. Et dans ce cas-là, c'était les premières à passer par l'université. La première de la famille, puisqu'on ouvrait massivement des universités pour les femmes. Et elles font du célibat une revendication personnelle. Ça ne veut pas dire que la revendication, elle est collective. Elles ne vont pas demander à toutes les femmes de faire comme elles, mais à titre personnel, elles vont décider de rester célibataires. Et donc, elles vont... ça ne veut pas dire qu'elles sont contre la famille ou hostiles à la famille. Non. Ça veut dire qu'elles vont vouloir travailler et elles vont rester dans leur famille. Et elles vont occuper une place très importante dans la famille, tout en travaillant à l'extérieur. Pour la plupart, elles travailleront dans des professions de la classe moyenne, institutrices, infirmières, travailleuses sociales, monde du secrétariat, et des domaines où elles vont obtenir une très forte légitimité, puisqu'on pense que ces femmes célibataires doivent se dévouer pour le bien des autres, pour la santé des autres. Et donc on va les placer dans un monde qu'on appelle aujourd'hui du care, du soin des autres, et donc éducation, santé, travail social, s'occuper des autres à la maison, s'occuper des autres à l'extérieur. C'est pour les femmes célibataires. Pour les hommes, c'est tout à fait autre chose. Les hommes célibataires sont très peu diplômés. Ils travaillent dans les secteurs d'activité les plus violents, les plus difficiles de l'économie capitaliste, le secteur des transports, le secteur des mines, le secteur agricole, et dans le monde agricole, le travail agricole temporaire. Et donc ces hommes passent leur temps d'aller d'espace en espace, de chantier en chantier, de contrat de travail en contrat de travail. Donc c'est un monde du précariat professionnel, et ce monde-là devient très vite un monde du célibat, avec des célibataires qui vivent entre eux. J'évoque une ville qui s'appelle Bachelor City, la ville des célibataires, avec des sociabilités de célibataires, et c'est souvent des sociabilités très viriles, barbe, tatouage, lutte, jeux de cartes, prostitution, maladies qui accompagnent ce monde très particulier. Donc pour revenir à la carte des vieilles filles, je doute fortement que ces femmes très diplômées de la classe moyenne protestante et catholique
et accepter de se marier avec des bûcherons, des marins ou des travailleurs agricoles qui vivaient à Bachelor City et qui avaient des habitudes de vie plutôt violentes et des méthodes de vie sans doute peu compatibles avec les habitudes de ces célibataires féminines. Je ne sais pas si vous avez vu des westerns, mais il n'y a que dans les westerns où on voyait que le mariage était possible. Dans la vraie vie, je suis plus sceptique sur la possibilité que ces chariots de femmes célibataires aient finalement pu se marier avec ces hommes célibataires. Mais c'est vrai que tout au long de votre ouvrage, vous faites il y a de nombreuses cartes où vous montrez l'évolution des lieux de résidence des femmes et des hommes célibataires, mais vous faites aussi vous changez d'échelle et vous prenez l'échelle urbaine au sein d'une ville et vous parlez notamment de la mise en place d'un contrôle spatial des célibataires afin, je vous cite, de protéger l'ordre matrimonial et racial. Donc il y a vraiment un contrôle qui va jusqu'à l'espace, des endroits où les célibataires peuvent vivre, peuvent se loger. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce contrôle spatial du célibat ? Alors ça fait partie de toute une série de mesures qui vont être mises en place il y a un siècle, une centaine d'années aux États-Unis, et qui sont liés à la peur des célibataires que j'ai évoquée, c'est-à-dire cette idée que les célibataires étaient des êtres dégénérés et inquiétants. Dans les années 20, on va très fortement durcir les mesures contre les célibataires et on va voir apparaître toute une série de discriminations contre les populations célibataires. Discrimination fiscale, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à les imposer beaucoup plus. Donc en fonction de votre statut matrimonial, vous êtes ou pas imposé plus lourdement. Et à partir de là, dans les États, on va commencer à cibler les célibataires. Donc vous payez un impôt supplémentaire parce que vous n'êtes pas marié, mais aussi quand on va adopter un impôt national aux États-Unis, on distinguera dans le code fiscal les mariés des célibataires, et les célibataires paieront beaucoup plus d'impôts. Il y a toute une série d'autres mesures qui sont adoptées à ce moment-là contre les célibataires. Il y en a une qui est assez frappante, qui est une mesure de contrôle spatial, de mise à l'écart spatial des célibataires. Et dans les villes, on va voter, le conseil municipal va voter des lois avec des zones dans chaque ville. Et il y a des zones où vous ne pouvez être propriétaire que si vous êtes marié. Si vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas acheter. Et donc il y a des zones à célibataires. Et ces zones à célibataires sont dans les espaces les plus dangereux, les zones industrielles, les espaces les moins bien fréquentés des villes. Et donc on les empêche de s'installer sur place. On les empêche aussi de cohabiter. Pendant très longtemps, la cohabitation sera interdite jusque dans les années 80 aux États-Unis. Il faudra attendre très longtemps avant qu'on autorise la cohabitation entre des personnes non mariées. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore 4 États aux États-Unis où les propriétaires ont le droit de ne plus louer à leurs locataires s'ils apprennent que leur locataire cohabite avec quelqu'un alors qu'il n'est pas marié. Donc 4 États sur 50, encore en 2026. Il y a 100 ans, c'était tous les États. Vous n'aviez pas le droit de cohabiter avec quelqu'un si vous n'étiez pas marié. C'était la loi. Et donc personne ne vous louait. Il fallait rester seul, mais si vous aviez envie de vivre avec quelqu'un sans être marié, la seule solution qu'ils avaient était de rester dans la propriété familiale, parce que là il y avait une tolérance. Pour le reste, c'était interdit. Et cet ordre matrimonial va se maintenir. Ça, c'était une très grande surprise du livre, et je pense que c'est en partie une différence avec la France. Je raconte dans le livre que jusqu'aux années 60, on va voir se mettre en place des lois où systématiquement dans la loi, on sépare les hommes, les femmes mariées des célibataires. Un des cas qui est le plus frappant pour les années 60, c'est lorsque la Cour suprême décide de rendre légal le recours à la contraception et l'usage de la pilule aux États-Unis en 1960. La pilule est mise sur le marché. 5 ans plus tard, la Cour suprême des États-Unis légalise le recours à la contraception. Elle décide dans son arrêt de séparer les femmes mariées des femmes célibataires. Et elle n'autorise le recours à la contraception que pour les femmes mariées. Les femmes célibataires, en 1965, n'ont pas accès à la contraception. Et il faudra 7 ans, je raconte le combat dans le livre, 7 ans de combat pour autoriser, pour arriver à effacer la distinction matrimoniale. Et c'est ce que souvent réclament les célibataires. Ils ne réclament pas plus de droits ou d'avantages, non. Ils réclament juste une égalité des droits et d'arriver à cet effacement
des distinctions matrimoniales, que la loi soit la même pour tous, mariés ou célibataires. Et de mémoire, c'est même un homme célibataire qui fait le tour des universités pour essayer de vendre des moyens de contraception. Il se fait arrêter. Enfin, ça, c'est extraordinaire aussi, parce que ça divise aussi les mouvements féministes qui, en fait, voient la contraception féminine défendue par un homme célibataire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, parce que c'est vraiment très, très intéressant dans votre livre. Alors, c'est un homme marié. Hein. Ce qui est intéressant, et ça renvoie à la question que vous posiez sur la place des célibataires dans les associations et dans les prises de parole publiques. C'est compliqué quand on est célibataire. Même dans les associations qui défendent des causes chères au cœur des célibataires, on préfère souvent mettre en avant des hommes mariés ou des femmes mariées, parce que c'est plus respectable. On craint qu'une association soit défendue, la Croix-Rouge ou d'autres, par des personnalités célibataires. On se méfie toujours de la mauvaise réputation des célibataires. Et donc en 1965, c'est un homme qui s'appelle Bill Bird, qui est un homme un peu étrange, curieux, qui va mener un combat très important et pour permettre l'égalité. Je crois qu'il y a une photo de lui devant des contraceptifs qui a très mauvaise réputation aux États-Unis, la mauvaise réputation aussi parmi les féministes. Les féministes ne l'aiment pas du tout. Et elles craignent que le combat de Bird pour l'égalité en matière d'accès à la contraception nuise au combat des féministes. Voilà, il a Bill Bird. C'est un cadre de l'industrie pharmaceutique. Il travaille pour une entreprise pharmaceutique qui s'appelle Emco, qui commercialise des contraceptifs. Et il se rend compte que dans son travail, il voit très bien que les célibataires n'ont pas accès aux contraceptifs, alors que ce sont les femmes célibataires, et notamment les femmes afro-américaines, qui souffrent le plus souvent d'avoir trop d'enfants. Et donc, il milite pour une éducation à la contraception et bien évidemment un accès à la contraception pour tout le monde, et notamment pour les femmes célibataires. Donc il entre un peu en lutte contre la décision de la Cour suprême de 1965, et il va être défendu que par une personne qui est une personne très sulfureuse aussi, et que pour le coup les féministes détestent. C'est Hugh Hefner, je ne sais pas si vous le connaissez, ce nom vous est connu, c'est le fondateur de Playboy, le magazine aux États-Unis, qui dans les années 60-70, c'est un magazine très politique. Aujourd'hui, c'est plus tout le cas, et ça n'a plus rien, il n'y a plus rien de politique dans le contenu. Mais au tout début, dans les années 50-60, Hefner est très attaché à défendre la cause des célibataires masculins. Il veut redynamiser un peu les célibataires masculins, il veut les remasculiniser. Il trouve que les hommes, dans les années 50-60, sont devenus trop peu masculins, trop peu virils. Hefner déteste les hommes en costume 3 pièces. Si vous avez vu la série Mad Men, voilà, Hefner déteste ça en fait. Il pense que ces hommes très bien habillés, etc., c'est pas du tout masculin. Pour lui, ce qui est masculin, c'est les trappeurs, les bûcherons, les marins. Voilà, c'est les vrais hommes à l'ancienne, pour le dire dans ces termes à lui. Et donc le magazine est créé pour ça, avec une ode aux célibataires, à l'appartement des célibataires, qui s'appelle le Bachelor's Pad en anglais, la garçonnière en français, que le magazine va beaucoup populariser. C'est-à-dire que le célibataire vit seul, mais il doit être fier de cette solitude. Et dans cet appartement que vous connaissez, il y a une série de films qui va populariser la garçonnière, c'est le James Bond. Dans le James Bond, on va mettre beaucoup en scène la garçonnière, le lieu de l'homme célibataire. Voilà. C'est plus du tout un lieu où il est seul, un lieu où il vit seul, il fait à manger seul, etc. Au contraire, grâce à la technologie, il y a une photo dans le livre qui montre ces nouvelles garçonnières qui sont utilisées par le monde de l'entreprise pour populariser des espaces immobiliers. Mais donc Bird va être soutenu uniquement par Hefner et va défendre publiquement la cause des célibataires à tel point qu'il va être arrêté. Il va faire de la prison pendant plus d'un an pour avoir distribué des contraceptifs à des femmes célibataires. Donc il est arrêté dans le Massachusetts et il va faire une année de prison. Et pendant 7 ans, il va se battre. Et grâce à l'argent que lui donne Playboy et Hefner, ça coûte très cher l'action en justice. La Cour suprême en 1972 va rendre une décision qui est historique, qui a été complètement oubliée, mais elle est fondamentale, puisque c'est la première fois qu'on va reconnaître de manière universelle le droit des femmes à disposer de leur corps. Et on est en 1972, et si vous connaissez un peu l'histoire des États-Unis, ou l'histoire plus récente des États-Unis, c'est la décision qui permettra l'année suivante d'accorder l'avortement, enfin le droit à l'avortement pour l'ensemble des femmes,
avec quasiment les mêmes termes, les mêmes mots. Donc ce combat d'Effner va être essentiel pour les femmes, et dans la décision suivante, il n'y aura plus de distinction matrimoniale. Et en tout cas, aujourd'hui, Bird, qui vient de donner ses archives à Harvard, ces archives sur lesquelles j'ai travaillé, Bird est en train d'être... ce travail-là est beaucoup relu aujourd'hui, son travail pionnier est relu, parce qu'il va très fortement contribuer, même si les féministes ne l'aiment pas, à défendre la cause des femmes aux États-Unis. Vous avez parlé de l'injustice fiscale, il y a aussi une autre injustice qui va se mettre en place, c'est la question de l'adoption d'enfants. Parce que dans les photographies que vous montrez au début de la période, on voit des femmes célibataires qui vont adopter des enfants. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Est-ce que vous pouvez montrer de quelle façon l'adoption d'enfants en fait, par les personnes célibataires est de plus en plus restreint au fur et à mesure de votre période? Alors, avant d'évoquer la restriction, peut-être un point qui est intéressant, parce qu'on n'en a pas encore parlé. On a beaucoup parlé des célibataires dans la famille, mais on a très peu parlé des familles de célibataires. Et ça, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir, de montrer que les célibataires ont fait famille, ont fait des familles très différentes, et ça a été une gigantesque surprise pour moi de mesurer, on peut la montrer, la modernité des familles de célibataires. Et pour ça, j'ai utilisé, on va peut-être en reparler aussi, les photographies. J'ai tout un corpus de photographies de célibataires. Et il m'a semblé extrêmement intéressant de lire ces photographies comme des photographies de famille, de leur famille. Pas de la famille de leurs parents, mais de leur famille. Et c'est là où l'histoire, je trouve, devient très intéressante. Parce que souvent, ces célibataires ont pris soin d'aller faire des photographies de famille. Et la photographie de famille, vous le savez peut-être, c'est une photographie qui est née au XIXe siècle, qui est une pratique de la bourgeoisie. On montre sa famille. Les parents sont ravis de faire une photo avec l'ensemble de la famille. Il y a des photographes partout, dans les villes, dans les villages, qui sont des photographes de fêtes de famille, de réunions de famille, de mariage, de baptême, etc. Et il y a un temps qui est sacré, c'est la photographie de la famille. On peut montrer celle-là. Là, vous avez une photographie typique, photographie de famille. Vous avez les deux parents, et les deux frères, les deux sœurs. Les deux parents, les deux filles, les deux fils. Photo de famille classique. Il se trouve on peut la montrer, une des filles ne va pas se marier. Elle s'appelle Azuba Adams. Elle ne va pas se marier. Elle va être la fille sacrifiée, la fille célibataire. Mais dans ses archives, dans son journal intime, on trouve c'est une photo de famille, sa famille. Et sa famille est intéressante, puisqu'on y voit l'une de ses sœurs qu'elle va élever à la mort des parents, qui est la plus grande. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 femmes. Et sa fille adoptive. Elle va adopter également une fille. Donc là, vous avez la famille d'une célibataire, qui n'a rien à voir avec les codes traditionnels de la famille mariée. C'est sa famille. Et de manière encore plus surprenante, on peut peut-être remontrer la photo, j'ai trouvé aussi beaucoup de femmes célibataires qui vivent ensemble. Au début du XXe siècle, c'était très largement autorisé, celle-là. Oui. C'était très largement autorisé aux États-Unis. On tolérait, notamment sur la côte Est, des femmes vivent ensemble. On appelait ça les mariages à la Boston, pas des mariages officiels, mais c'était des femmes qui vivaient ensemble dans des rapports qui sont difficiles à décerner pour l'historien, et on pourra en parler si vous le souhaitez. Puisque dans les archives, on a le terme d'amis. Il y a très peu de choses sur d'éventuelles relations sexuelles. On utilise le terme de friends, qui est un euphémisme à une époque, je te rappelle, où l'homosexualité est interdite. Mais de manière plus surprenante, ces femmes adoptent des enfants. Et donc, la photo de famille que vous voyez, elle a 1 siècle. Et c'est 2 femmes qui vivent ensemble et qui ont adopté 2 enfants. Je suis persuadé que si on avait colorisé la photo et on vous avait demandé de quand date cette photo de famille, vous nous auriez dit 2020, 2015, aux États-Unis, en France. Il y a 115 ans, aux États-Unis. On avait ces modèles-là de famille, tout à fait étonnants, tout à fait atypiques, et qui étaient très discrets. Ces photos-là étaient cachées. On les retrouve dans les archives, mais bien évidemment, on ne les montrait pas. Il y avait des tolérances de la société. On tolérait de la famille. Tolérance qui s'arrêtait quand même assez rapidement. Et j'évoque un cas qui revient régulièrement, qui est l'enterrement des célibataires, qui est un moment important. Comment est-ce qu'ils sont enterrés, avec qui ils sont enterrés. Et par exemple, dans le cas de ces femmes qui ont vécu ensemble, la famille s'opposait post-mortem, après la mort, à l'enterrement des femmes ensemble.
et à la possibilité que l'une des femmes donne l'héritage à l'autre. Et la famille avait le droit pour elle, puisque cette famille-là n'a aucune existence juridique. Elle n'est reconnue par rien. Et donc les familles s'opposaient, il y a des demandes très fortes, et les affaires ont été portées en justice, de familles qui se sont opposées à l'enterrement conjoint de 2 femmes célibataires. Il y a toute une série de cas dans les années 20-30, mais qui montrent bien que la pratique était assez régulière. Pour répondre à la question, et désolé, j'étais un peu long, cette pratique-là, cette tolérance-là, elle va s'arrêter beaucoup entre les années 20 et les années 60. C'est un moment de très très forte discrimination contre les célibataires, d'accusations très fortes d'homosexualité dans la société, et donc toutes ces familles qu'on tolérait, qu'on voyait, mais sur lesquelles on fermait les yeux dans la société, dans les années 30, 40, 50, la loi et la société va devenir beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide. Et on ne voudra plus, jusqu'aux années 60-70, par exemple, laisser les femmes célibataires adopter des enfants, en estimant qu'elles ont un problème, qu'elles ont une sexualité refoulée, une homosexualité refoulée. Et donc, dans les années 40-50, les agences d'adoption ne veulent plus donner d'enfants aux femmes célibataires parce qu'elles sont, dit-on alors, anormales. Il faudra attendre les années 60-70 pour qu'on autorise à nouveau les femmes et les hommes, de manière plus intéressante dans les années 70, à adopter des enfants, mais de manière intéressante dans les registres d'adoption que j'ai pu trouver, il n'y en a plus beaucoup malheureusement, mais on laissera les célibataires adopter les enfants dont personne ne veut, comme dit une formule que j'ai retrouvée à plusieurs endroits. Et qu'est-ce que ça veut dire, enfants dont personne ne veut? Ça veut dire les enfants noirs, afro-américains. Et j'ai un exemple dans le dernier chapitre d'une adoption par une femme célibataire d'un enfant afro-américain, ou les enfants handicapés, qui seront, et dans les pratiques d'adoption qui seront tolérées dans les années 60-70. J'ai aussi un exemple d'un homme qui va adopter à New York 3 enfants noirs, dont 2 sont handicapés. On tolère cette adoption parce que personne n'en veut, et donc on accepte que les célibataires, dans cette marge-là qui est bien définie, continuent à adopter des enfants, même si pendant très longtemps cette pratique va être suspendue ou interdite dans beaucoup d'États. Vous nous avez expliqué comment vous aviez réussi à trouver les journaux intimes. Dans l'ouvrage, on le voit et on l'a montré, il y a de nombreuses photographies. Comment avez-vous créé votre corpus de photographies? Parce que on ne sait pas si soit le ou la photographe est célibataire ou si les sujets présentés sont célibataires. Donc comment avez-vous pensé et construit votre corpus? Alors, comme je l'ai dit, j'ai mis 15 ans à faire ce livre, donc ça a été un peu long. Et je suis devenu totalement obsédé par le célibat, même si je suis pas du tout célibataire, par le célibat et les célibataires. Partout, je regarde tout le temps si les gens sont célibataires. Il faut que j'aille me faire soigner, je crois. Après la fin de ce livre, je regarde les doigts des gens. Là, pendant que je parlais, je regardais vos doigts. Enfin bref, il faut vraiment que j'aille me faire soigner, je pense, par rapport à ce livre. Mais plus sérieusement, j'ai écrit tout simplement. Il y a des outils pour faire de la recherche photographique grâce à l'explosion des sources numériques aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays riche, donc ils ont pu mettre en ligne un corpus absolument exceptionnel de photographies et d'outils numériques pour avoir accès à ces photographies. Et j'ai écrit tout simplement aux archivistes et j'ai beaucoup travaillé avec eux pour qu'ils m'aident à identifier les personnes. Et ils l'ont fait souvent. Et moi, je tiens publiquement à les remercier. Ils font un travail formidable. Ils avaient, eux, accès aux informations sur les personnes. Souvent parce qu'au dos de la photographie, il y a des éléments, ou dans les dons de cartons de photographes, il y a des indications sur les statuts ou sur les personnes. J'ai beaucoup travaillé sur des photographies dans des toutes petites villes aux États-Unis, avec des fonds municipaux. Donc c'est vraiment une toute petite échelle. Et donc là, on avait beaucoup de photographies. Je termine juste en disant que les célibataires intéressent beaucoup les photographes, parce que les photographes sont souvent des célibataires. J'ai un chapitre entier sur la place des photographes, de la photographie chez les célibataires. C'est une pratique très courante chez les célibataires. Et à nouveau, ça renvoie à l'observation du monde. Je pense que les célibataires ont un œil différent sur le monde extérieur, et j'ai tout un chapitre qui est consacré à cette capacité d'observation des célibataires qui est basé sur
des sources photographiques des célibataires et de leur observation du monde. Et je pense à nouveau la place qui est la leur dans la famille, leur situation matrimoniale font qu'ils ont peut-être un regard différent et une capacité à observer qui est très largement différente. La deuxième chose peut-être, c'est que le célibat est souvent très photogénique, on va dire. Il peut nourrir des situations de vie qui intéressent beaucoup la photographie. On peut peut-être montrer les photographies du chapitre 7, qui est un corpus, qui est sans doute le corpus que vous connaissez peut-être, qui est celui des années 30, à un moment où beaucoup de photographes vont être, tout à fait, oui, beaucoup de photographes vont être embauchés par l'administration du président Roosevelt dans une période de chômage, de grand chômage des artistes et des intellectuels. L'administration Roosevelt va embaucher beaucoup de photographes. Ces photographes sont pour certains célibataires et beaucoup vont parcourir le pays pour prendre des photographies de la Grande Dépression, de la crise économique. Et de manière intéressante, dans ces photographies, il y a énormément de célibataires. Ils s'arrêtent beaucoup dans plein d'endroits et ils prennent des photographies de célibataires. Et il y a un corpus de photographies que j'ai adoré. Et je voulais même que ça soit la couverture du livre, mais la découverte, mon éditeur a refusé parce qu'il trouvait que la photographie était trop triste. C'est les deux, c'est ces deux photographies. C'est l'homme qui étend son linge, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Ça aurait dû être la deuxième. C'est un homme qui est en train d'étendre son linge. C'est un homme célibataire qui s'appelle John Bastia, qui est un immigrant d'origine italienne, qui parle très mal anglais, nous dit le photographe. Il a débarqué à 20 ans aux États-Unis, il parle un mélange d'anglais et d'italien. Il a été mineur, il était ouvrier, il a été bûcheron, et là il se retrouve sans emploi dans les forêts du Michigan, et il vit seul dans une cabane, et on voit ça, là, il y a une photographie de sa cabane, il vit dans un... Je ne sais pas si vous voyez, mais il est en train de repriser ses chaussettes. Et donc, d'un côté, il est en train de repriser ses chaussettes, de l'autre côté, il étend son linge. Et les photographies, il y a toute une série de photographies qu'on trouve en ligne, qui ont été faites par ce photographe et qui ont été envoyées à l'administration Roosevelt, mais l'administration n'en veut pas en fait de ces photographies, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de présenter une très mauvaise image de la famille et une très mauvaise image de l'homme. Un moment où on veut redynamiser l'homme, et l'homme qui n'a plus de travail, l'homme père de famille qui n'a plus de travail, montrer un homme célibataire en train de faire des activités dites féminines, couture, linge, étendre le linge. L'administration Roosevelt dit non, surtout pas, on va casser le moral des travailleurs, etc., qui vont tous imaginer qu'ils vont finir comme John Bastia dans une cabine avec quelques bibelots et quelques objets religieux, et qui vont devoir repriser eux-mêmes leurs chaussettes, faire à manger et étendre le linge. Donc il y a un refus qui est fait. En tout cas, ces photographies sont extrêmement intéressantes et ce corpus-là a été très salutaire parce que mon problème, on l'a peu dit, mais j'avais un déséquilibre entre les archives féminines qui sont très importantes parce que ces femmes, elles viennent du monde de l'écrit, du texte. Elles sont très diplômées, donc elles écrivent énormément. Elles parlent beaucoup, elles écrivent, elles laissent beaucoup de traces. Les hommes, peu diplômés, ils n'écrivent pas. Ils ont des vies très dures, très précaires. Donc souvent, leur fin de vie est dramatique et ils meurent seuls. Et c'est très rare qu'on garde leurs objets, les traces de leur vie. Et donc les photographies ont pour moi été salutaires, puisqu'elles m'ont permis d'entendre, de voir la vie de ces hommes célibataires. Et vous le dites dans votre ouvrage, en fait, la photo qui a été choisie par le gouvernement, c'est la fameuse photo de la piété, là, qui représente vraiment pour le gouvernement, en fait, l'image de la famille et la souffrance acceptable. Alors que, voilà, Vous la connaissez peut-être, c'est une photo très célèbre de Dorothy Lange. C'est une photo d'une femme avec son enfant. Qui pleure, qui représente. Elle a la main comme ça, elle a son enfant dans les bras. Et c'est une femme mariée dont le mari est parti changer de pneus. C'est ça la légende qui est faite. Donc, et qui représente toutes les années 30 et la crise des années 30 aux États-Unis et qui est vraiment très, très célèbre. Et c'est vraiment très intéressant de voir le parallèle en fait, entre le choix du gouvernement et les propositions qu'ils avaient. Dernière petite question, vous avez parlé du rapport particulier à la nature, au monde animal. Aussi, vous montrez que les célibataires ont un rapport particulier au temps aussi. Le temps ne passe pas de la même façon pour les célibataires. Alors c'est un argument que j'ai trouvé intéressant de mettre en avant dans le livre, c'est que la temporalité du célibat n'est pas celle du mariage, et la temporalité de célibataire n'est pas celle d'hommes et de femmes mariés,
Il y a d'autres temporalités qui ne sont pas les mêmes. J'en ai évoqué une qui est très importante, qui est celle de la mort des parents. Pour les célibataires, pour expliquer les situations de célibat, en tout cas jusqu'aux années 60-70, ça va changer après, mais jusqu'aux années 60-70, la mort de l'un des parents est dans mes recherches un élément explicatif du célibat. Si un des parents meurt jeune, et notamment si la mère meurt jeune, il va y avoir sacrifice, il va y avoir dévouement. C'est que l'une des filles va rester célibataire. Et donc c'est un élément dans l'histoire familiale qui est fondateur pour elle. C'est le moment où sa vie bascule en quelque sorte, où elle renonce, où sa place dans la famille est de rester célibataire. C'est ce que Bourdieu voyait aussi pour les hommes qui ne se mariaient pas dans le Sud-Ouest. Le deuxième moment qui est très important, c'est la mort du deuxième parent. Je l'ai dit tout à l'heure. La mort du deuxième parent place les célibataires dans une situation très compliquée de fragilité et de vulnérabilité. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils avaient l'habitude d'être dans la maison familiale, dans l'appartement familial. Où est-ce qu'ils vont aller? Soit ils héritent, soit ils n'héritent pas. Donc c'est toujours vécu comme un moment extrêmement traumatisant, d'autant plus que les célibataires ont pour fonction de s'occuper de la vieillesse des parents et de la maladie des parents. À une époque où il y avait très peu de structures médicales, jusqu'aux années 60, on meurt encore beaucoup dans la famille, et les célibataires s'occupent, et dans les journaux intimes c'est très présent, le vieillissement des parents et la maladie des parents. Je le dis, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais là, quand j'écrivais ce livre, il y a eu beaucoup de débats dans la société française sur les aidants, et sur la reconnaissance du statut d'aidant, enfin en France et ailleurs, qui est très peu reconnu dans la vie professionnelle, dans la famille, ou par le fisc aussi. Et même si mes célibataires n'utilisent pas ce terme-là, ce sont des aidants. Service des autres, service de la famille, et pour le dire et pour expliquer leur rapport au temps, on leur demande d'être des aidants. Aidants pour les temporalités familiales compliquées. Ce sont eux qui gèrent toutes les difficultés familiales. Ils sont tout le temps là. C'est eux qui vont gérer le frère handicapé, c'est eux qui vont gérer la mère malade, le père malade, et jusqu'à une période, jusqu'aux années 60-70. Dernière chose sur le temps qui est intéressant, c'est le rapport au calendrier. Les célibataires ont un rapport compliqué au calendrier. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils confirmeront ou elles infirmeront cela. Notre calendrier est très marqué par la famille et le mariage, encore aujourd'hui, et encore plus aux États-Unis. Et c'est un moment où, au début du XXe siècle, on va inscrire dans le calendrier toute une série de grandes fêtes familiales, de célébrations de la famille, célébration du mariage, la Saint-Valentin, Thanksgiving, et d'autres fêtes qui sont des grands moments de célébration du mariage. Et les célibataires ont un peu de mal à se retrouver là-dedans. Elles le disent, parce que les hommes en parlent assez peu, mais elles le disent souvent, on passe tout notre temps à célébrer la famille, l'amour, les parents, etc. Mais on ne célèbre jamais les célibataires. Il n'y a jamais d'inscription dans le calendrier de l'année une fête des célibataires. Alors qu'elles disent, et à juste titre, qu'elles ont un rôle important pour la société. Qui s'occupe des parents? Qui s'occupe des gens dans les hôpitaux? Qui s'occupe de l'éducation des enfants dans les écoles? Ce sont les célibataires. Qui, je le montre dans le livre, pendant la Seconde Guerre mondiale, les célibataires, hommes et femmes, ont joué un rôle essentiel pour la victoire des États-Unis. Ils vont être partout, ils vont travailler énormément, travailler jour et nuit, écrire aux soldats, reprendre du service dans l'industrie ferroviaire. Ils n'arrêtent pas. Et ceci étant dit, on passe leur temps à se moquer d'eux, à les discriminer, etc. Et donc je cite un cas après la Seconde Guerre mondiale où des vieilles filles, elles s'appellent comme ça, vont vouloir créer une fête des vieilles filles qui aurait lieu le 6 juin chaque année pour célébrer les vieilles filles et leur faire des cadeaux. Et ça, les célibataires, et si vous avez des célibataires près de vous, pensez-y, se plaignent souvent de toujours devoir faire des cadeaux dans les familles au moment de Noël, Thanksgiving, etc., alors qu'on leur fait rarement de cadeaux et qu'on oublie de les célébrer parce que elles ou ils ne sont pas mariés, n'ont pas toujours d'enfants. Et donc elles demandent non seulement à avoir une fête pour reconnaître leur rôle dans la société, mais que la famille leur offre des cadeaux, comme un signe de reconnaissance du travail qu'elles font pour la famille. Et aujourd'hui, je conclus le livre là-dessus, chaque année, début septembre, le bureau du recensement célèbre, c'est la journée des célibataires,
on célèbre aux États-Unis les célibataires. Donc il y a un temps, en tout cas de reconnaissance symbolique, du rôle des célibataires dans la société. Donc pour répondre à votre question, oui, le temps est crucial pour les célibataires et le rapport au temps est différent. Merci beaucoup. On va ouvrir la discussion à la salle. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. La première est toujours la plus difficile. C'est ça. Ça commence. Oui, monsieur. Merci, bonjour. C'est peut-être un peu en marge de ce que vous venez de dire, mais je me posais la question, parce que vous faites souvent le rapport entre célibataire et couple avec enfants, mais qu'en est-il éventuellement des couples sans enfants par rapport à ces célibataires qui ont forcément une temporalité qui est différente, qui ont peut-être plus de temps, puisqu'ils sont en couple, donc c'est peut-être plus facile de gérer le quotidien et d'avoir du temps. Est-ce qu'ils s'investissent autant que ces célibataires, ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir et qu'on les associe finalement à une normalité, même s'ils n'ont pas de descendance ? Alors, pour répondre à votre question, c'est couple sans enfants, marié ou pas marié. Parce que ce que j'ai montré dans le livre, c'est qu'on pouvait être sous la catégorie célibataire, qui est une catégorie juridique, où vous êtes célibataire, mais vous pouviez être en couple et adopter des enfants, par exemple, avoir des enfants. Donc on peut cohabiter avec quelqu'un sous le régime du mariage ou sous le régime du célibat. L'égalité va se faire dans les années 70. C'est à ce moment-là qu'on va autoriser la cohabitation aux États-Unis. Il n'y aura plus de séparation. C'est-à-dire que vous pouvez cohabiter avec quelqu'un, ce qui n'était pas le cas avant. C'était risqué et dangereux de vivre avec quelqu'un. Donc à ce moment-là, il va y avoir une double possibilité à nouveau. Vous pouvez cohabiter en étant marié ou cohabiter en étant célibataire. Ensuite se pose la question, pour répondre à votre question, d'avoir des enfants ou pas, dans le cadre de cette cohabitation. Et aux États-Unis, on verra apparaître très tôt des mouvements pour ne pas avoir d'enfants, de couples non mariés qui vont réclamer le droit de vivre ensemble et de ne pas faire d'enfants, et qui vont être très mal vus à l'époque, dans les années 70, et au nom de la défense de la cause environnementale, en estimant, comme on le voit aujourd'hui, qu'il y a un danger. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, au sens de votre question, mais un couple sans enfants aux États-Unis est beaucoup moins... Un couple marié sans enfants est beaucoup moins stigmatisé qu'un couple célibataire sans enfants. C'est peut-être c'est la réponse que je peux vous faire, mais je ne suis pas si sûr d'avoir répondu. Mais je pense que c'est... il faut bien avoir en tête que la méfiance ou la discrimination jouera principalement... en fonction de votre statut matrimonial. Est-ce qu'il y a une autre question, oui, monsieur ? Vous avez parlé de la façon dont on a marginalisé les célibataires en les traitant de dégénérés, en disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça me rappelle l'histoire des vagabonds, du vagabondage en France. C'est-à-dire qu'on a dit, c'était d'ailleurs une variété de célibataires, mais en plus, ils avaient un espace aléatoire au lieu d'avoir un espace finalisé. Et donc, au XIXe siècle, Régis, un professeur de médecine, invente la dromomanie du dégénéré, c'est-à-dire qu'il dit que les gens n'ont pas le choix d'être vagabonds, mais que c'est une espèce de pathologie neurologique et une espèce aussi de microbe, puisque c'est l'épidémiologie pasteurienne qui commence. Et un médecin de la région du Sud-Ouest, ici le docteur Lacassagne, fait tout un traité qu'on trouve et où il parle de la dégénérescence, justement, et où il parle de l'automatisme ambulatoire. C'est-à-dire que la personne, dans un état d'obnubilation de la conscience, va se mettre à ne plus accepter la règle, qui est la sédentarité, puisqu'il va y avoir sédentarisation au profit des usines, au profit de la main-d'œuvre qu'on attend de la part de la population masculine. Et donc, ça va être pris aussi avec l'exemple de Vacher, l'assassin éventreur, qui est joué par Galabru au cinéma. Et donc, voilà, le vagabond va être traité exactement de la manière que vous décrivez pour le célibataire. Vous avez absolument raison. Il y a beaucoup de personnages de vagabonds dans mon histoire concernant les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est la circulation des idées françaises vers les États-Unis
beaucoup de démographes ou de médecins français sont très connus aux États-Unis, et on cherche à expliquer de la même manière la dégénérescence du célibat en expliquant avec des outils psychologiques puis psychanalytiques le célibat et les manières d'être des célibataires. J'évoque pour les bûcherons qui ont des métiers très difficiles, on va très vite identifier une maladie de dégénérer, dit-on alors, puisqu'ils ont des tics, ils sautent beaucoup. Et donc et ce qui est lié à l'exercice de l'activité forestière et aux difficultés de ce métier. Et donc il y a des conséquences sur le corps, sur les pathologies, sur le système nerveux de ces métiers qui sont extrêmement durs. Travailler dans le monde de la forêt, dans l'univers marin, dans les mines, enfin ce sont à l'époque sans aucune protection, dans des conditions extrêmement dures avec des matériaux dont nous connaissons aujourd'hui la dangerosité pour le cerveau ou pour les corps. Et donc on va chercher à expliquer, on fait des traités pour expliquer toutes les pathologies des célibataires et donc accentuer leur ségrégation. Sur les vagabonds, dans les années 20, on a parlé de la ségrégation. La plupart des villes et des États adoptent des lois pour interdire le vagabondage aux États-Unis et la présence des hommes célibataires. Bonjour. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la notion de sacrifice et de dévouement. Ce que j'ai entendu par le terme du sacrifice, est-ce que vous parlez plutôt d'un sacrifice matériel, vraiment le mariage, donc être avec quelqu'un et donc la matérialité après que tout ce qu'induit le mariage, ou est-ce qu'on parlera aussi de sacrifice émotionnel? Est-ce que vous retrouvez que quand je pense au célibat ou au mariage, je pense initialement, peut-être que c'est mon âme romantique, mais à l'amour, aux sentiments, aux émotions. Est-ce que vous retrouvez ce sentiment de sacrifice amoureux chez tous les célibataires que vous avez lus ou rencontrés? Merci pour la question. Le sacrifice, c'est un terme qui est beaucoup utilisé il y a un siècle en lien avec le monde religieux. C'est un terme qui vient du monde catholique. Il y a beaucoup de célibataires, je le raconte dans le livre, qui sont catholiques. Et dans l'univers catholique, on sacralise le célibat, notamment le célibat de la Vierge Marie, qui est mis en avant et qui se retrouve dans beaucoup de communautés catholiques. La plus importante aux États-Unis au début du XXe siècle, c'est la communauté irlandaise. Et dans la communauté irlandaise, la fille qui ne se marie pas est sacralisée dans la famille. Elle est sacralisée en Irlande, mais elle est aussi sacralisée aux États-Unis. Elle est extrêmement respectée. Et on elle est placée sur un piédestal. C'est la c'est la gardienne du temple familial. Et donc on parle de sacrifice avec toute la dimension maritale et la dimension catholique et religieuse. Et on observera ça dans d'autres communautés. Ce terme m'a posé problème parce que il y a, comme je l'ai dit, il y a l'idée que dans le sacrifice, il faut le faire pour des raisons religieuses. C'est-à-dire, vous pouvez vous sacrifier si vous avez un supplément, enfin une transcendance religieuse. Il faudra une justification. Moi, je vois pas de sacrifice dans ces histoires. C'est pour ça que j'ai préféré le terme de dévouement. Et on voit bien comment des configurations familiales à l'intérieur de la famille, parce que tout va se passer dans la famille. Famille où il y avait 6, 7, 8 frères et sœurs. L'une d'elles va, au fil des années, rester celle qui ne se marie pas. C'est pas toujours la première. Il y a eu des études, j'en cite une, il y a une étude très fine d'un point de vue démographique. On pourrait penser que c'est l'aînée. C'est pas le cas aux États-Unis. C'est souvent celle qui est en 3e ou 4e position, qui est plutôt au milieu, qui ne se marie pas. Et elle ne va pas se marier. Mais j'ai préféré le terme de dévouement parce que sacrifice, on les voyait un peu comme des victimes en quelque sorte, des victimes sacrificielles de l'ordre mat. Ce que fait un peu Bourdieu, il voit les célibataires masculins comme des sacrifices de l'ordre du monde des campagnes. Il faut qu'ils se sacrifient pour garder la terre, garder le nom. Il le dit, il faut absolument garder le nom de famille. Et comme le nom de famille passe par la terre, il faut qu'il y ait un des garçons qui reste là et qui n'aille pas à la ville. Trouver quelqu'un, parce qu'on sait très bien qu'à la ville, il ne restera pas, il vendra les terres, et donc il n'y aura plus le nom de famille.
Moi, ça m'a posé problème, ça ne correspondait pas à ce que je lisais, à ce que je voyais de ces célibataires qui avaient le sentiment d'avoir d'une part des vies très pleines, des vies non sacrificielles, seules, victimaires, et qui, pour reprendre le registre de l'émotion que vous évoquez, compensent en quelque sorte leur absence de lien amoureux. Il y a d'autres manières d'être au monde, il y a d'autres manières de vivre. On n'en a pas parlé, mais l'amitié joue un rôle essentiel dans le monde des célibataires. J'ai évoqué ces très nombreuses configurations familiales où les célibataires, hommes et femmes, vivent avec des amis, qui est une relation sexuelle ou pas, hein, peu importe, de telle manière, mais c'est une configuration amicale. Et dans toute la vie des célibataires, dans les écrits, dans les lettres, on voit très bien l'importance de cette amitié. Et ça renvoie à des choses très contemporaines aujourd'hui, hein, sur l'amitié ou sur les nouvelles formes de vie des plus jeunes, hein, qui vivent avec des amis, qui ne veulent plus vivre avec un mari ou une épouse. Hein. On voit bien que tout ça se reconfigure. Mais là, on voit que les célibataires sont assez pionniers, hein, dans les manières d'aborder les choses. Et donc peut-être la dernière raison qui m'a poussé à prendre mes distances avec sacrifice, c'est que ça renvoie à une image, j'espère que vous ne parlerez plus jamais de ça. Les célibataires ne sont pas des gens seuls, solitaires, mal dans leur peau et qui vivent dans leur coin. Ce n'est pas du tout le cas. Quand on voit toutes ces configurations-là, ces vies pleines, très riches, déjà ils ne sont jamais seuls. Dans tous les journaux intimes, ils passent leur temps à se plaindre d'avoir trop de monde autour d'eux. Il y a les membres de la famille, il y a les associations, ils n'en peuvent plus en fait. C'est-à-dire ils en ont ras-le-bol de voir. Ils sont ravis le soir d'être enfin au calme, parce qu'ils travaillent. Elle travaille, il s'occupe des frères et sœurs et des parents. Donc il y a une activité quotidienne qui est colossale pour ces célibataires. Donc elles ne sont plus seules, elles ne sont pas victimes ou ce ne sont pas des sacrificiés de l'ordre matrimonial. Elles font un choix et elles vont pour beaucoup l'assumer. Ils vont aussi l'assumer. Et ils ont eu des vies heureuses, en tout cas, c'est ce que je veux dire dans ce livre-là. Donc on peut être célibataire et être pleinement heureux. Et il faut sortir de cette idée que le célibat est un sacrifice ou un problème. Quand on les écoute, on est bien loin de cette vision un peu apitoyée et triste. Oui, vous parlez de nombreuses fois, après on ne peut pas tout dire sur un livre, mais les clubs de célibataires où ils se réunissent, ils ont des emplois du temps ultra chargés, ils font des randonnées, enfin il y a vraiment plein d'endroits où on voit vraiment qu'ils ont une vie amicale très 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 importante. Oui. Ils peuvent être seuls aussi, hein, je dis pas qu'ils sont pas seuls, hein, mais même dans la solitude, c'est une expérience qui est riche et qui est assumée. J'évoque beaucoup de grandes figures du célibat masculin qui ont vu dans le célibat une manière d'être au monde. Hein. Il y a un grand penseur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Henry David Thoreau, hein, c'est lui qui a influencé le film Into the Wild et l'expérience de ce jeune homme qui va aller au prix de sa vie, hein, dans ce rapport très fort avec la nature. Thoreau est très présent dans la vie de beaucoup de célibataires masculins qui entretiennent un rapport très fort à la nature et qui aiment cette expérience solitaire et qui n'agit pas du tout comme une forme de solitude triste et je dis en riant, enfin avec humour dans l'introduction, mais quand on pense, souvent dans la littérature, quand on parle des célibataires, on parle du bal des célibataires, de Bourdieu qui nous dit tout le monde danse sauf les célibataires. Moi j'aime bien l'idée, je le dis, du renversement symbolique dans les années 60-70 avec la musique disco. La musique disco, c'est la musique des célibataires dans les années 70. Et je le dis, c'est le retournement symbolique, en fait. Puisque sur la piste de danse, il n'y a plus que des célibataires. On ne veut pas qu'il y ait des gens mariés. Ce n'est pas une musique pour les gens mariés au départ, le disco. C'est une vraie musique de célibataires. Et qui est vue comme telle, et qui est condamnée comme telle. Je raconte dans le livre que les conservateurs détestent le disco parce qu'ils savent très bien que c'est une musique de célibataires. Et des gens qui ne veulent pas se marier. On n'est plus sur la piste de danse pour se marier. On est sur la piste de danse pour se faire plaisir, pour vivre une vie émancipée, pour être soi-même, sans avoir en tête la question du mariage, la question du bal du samedi soir. Donc pour répondre à votre question, voilà, pas de vie solitaire, pas de vie de sacrifice, mais des vies pleines, des vies différentes et au service des autres. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors j'ai une question aussi, je voulais vous demander peut-être de faire un parallèle peut-être avec les gens qui vont au couvent ou au monastère. Est-ce que c'est un parallèle qui peut être fait, par exemple, au niveau du choix par rapport au mariage, au célibat ou à la vocation religieuse ? Parce que souvent dans les familles, il y en avait un qui était destiné
à cette vocation religieuse. Et la seconde question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet? Je vais vous répondre à ça. Merci. La première question, la question du célibat religieux est bien évidemment importante, même si elle est plus compliquée aux États-Unis, puisque les pasteurs se marient dans la religion protestante, le célibat des prêtres n'existe pas. Donc il y a une particularité forte qui est liée à cela, mais néanmoins on voit très bien que dans la religion protestante, pour commencer par elle, il y a des vocations spirituelles, des femmes notamment, qui peuvent entrer en célibat parce qu'elles entrent en religion, et je l'évoque dans le livre, et on les voit à nouveau dans le monde du travail social, dans le monde de l'éducation. Ce ne sont pas des vocations contemplatives, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas seules et à l'écart du monde, mais elles vont être au monde, et dans ce rapport au monde, elles vont être éducatrices, institutrices, travailleuses sociales, donc elles vont s'occuper des autres, ce qui va aussi construire cette image d'un célibat au service des autres. Il y a une autre catégorie qui est importante dans votre remarque, c'est le célibat catholique, qui est très, très intéressant, mais très problématique aux États-Unis, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les États-Unis ont été très hostiles pendant très longtemps aux catholiques et au catholicisme. C'était vu comme la religion du pape, la religion de Rome, et donc on avait peur que ces catholiques aux États-Unis obéissent au pape et n'obéissent pas au président des États-Unis, au gouverneur dans les États. Donc il y a un anticatholicisme qui est extrêmement fort et qui nourrit, je le rappelle dans l'introduction, qui nourrit l'hostilité au célibat. Les célibataires vont être vus pour certains comme étant très catholiques, ce qui est vrai beaucoup, comme j'ai évoqué les Irlandaises et la part des migrations catholiques, mais beaucoup sont catholiques, et donc ça va contribuer à la plus mauvaise réputation des célibataires. Mais en tout cas, elles sont cette question-là du célibat religieux dans le livre. La réponse, elle est très simple. C'est pas du tout un livre militant où j'ai pas de souhait personnel de défendre le célibat ou d'en faire un argument, même si j'ai un souhait peut-être politique. Le livre est né d'une découverte totalement par hasard dans les archives quand je travaillais avant sur les questions de résistance à l'impôt. Je suis tombé sur des lettres et des pétitions qui ont été envoyées par les célibataires dans les années 60 pour protester contre la pénalité fiscale. Le fait qu'elles et ils payent plus d'impôts à revenu égal. Et on a un mouvement étonnant où elles vont dénoncer cette pénalité, non pas pour réclamer d'en payer moins, mais pour réclamer quelque chose que vous comprenez mieux maintenant, à savoir la reconnaissance de leur famille. Elles vont dire on a le droit à des exemptions, on a le droit à des déductions parce qu'on est aidante, pour utiliser un vocabulaire contemporain, et le fisc ne reconnaît pas cette famille. Et c'est pas juste. Et en plus, on nous impose plus. Donc là, il y a une injustice fiscale. Et c'est en tombant là-dessus que je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. Je ne savais pas quoi, il y a 15 ans, je ne pensais pas du tout en faire un livre. Mais en tout cas, je subodorais qu'il y avait quelque chose à faire. Ce qui m'a poussé à aller jusqu'au bout de cette démarche et à m'engager définitivement dans cette recherche et cette écriture, c'est que je crois beaucoup au rôle social de l'histoire et au fait qu'on éclaire aussi par le livre et par la recherche des grands débats contemporains. Et cette histoire-là, elle résonne avec beaucoup de choses très contemporaines. J'ai évoqué la question des aidants, mais dans les années d'écriture du livre, je l'ai écrit en plein mouvement des Gilets jaunes. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, je voyais, on a beaucoup parlé de célibataires. On a beaucoup parlé de célibataires masculins qui aidaient leur famille, qui ne s'en sortaient pas. On a beaucoup parlé de célibataires féminines qui vivaient avec leur mère, avec leur sœur, dans des maisons, et que la vie était extrêmement difficile. Et ça faisait écho à des recherches que j'étais en train de faire. On a beaucoup parlé du Trumpisme, on a beaucoup parlé des incels, ces célibataires masculins, virils, parfois violents, avec des codes masculins, des manières de faire parfois hostiles aux femmes. Et il y avait des résonances. Quand je vois là aujourd'hui l'importance du célibat masculin, il a explosé, il a doublé aux États-Unis par rapport à la fin de mon histoire au XXe siècle, il est devenu très important aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce célibat masculin dont je vous ai parlé, peu diplômé, travaillant dans des secteurs d'activité très difficiles, est souvent l'un des piliers du Trumpisme et de ces mouvements masculinistes.
Voilà, il y avait plein de manières d'éclairer le monde actuel. Et on en parlait avant l'intervention, mais sur mes interventions à l'étranger, j'ai présenté ces recherches au Japon, par exemple, et j'ai eu des salles en ébullition quand je racontais mes histoires de célibataires, puisque au Japon, le célibat, c'est le problème numéro 1 du pays. Ils ne parlent que de ça. Il y a une angoisse démographique qui est considérable. Et j'ai vu des vieux monsieur s'énerver contre moi en me disant que je n'avais rien compris à tout ça, et que s'il y avait tant de célibataires, c'est parce que les jeunes hommes qu'on appelle au Japon les mangeurs d'herbe, pour désigner ces jeunes qui boivent des cafés lattés et qui jouent trop aux jeux vidéo, qui ne sont pas assez virils. Et donc ce vieux monsieur m'expliquait que l'explosion du célibat est liée au fait que les hommes ne sont plus des hommes et que les femmes sont trop indépendantes. Et donc il fallait écrire, non pas ce livre-là, mais un essai pour voilà, relancer la démographie, réarmer, comme dit le président Macron, la société. Bref, c'était aussi une question qui a eu beaucoup d'écho. En Chine, même chose. En Chine, c'est un des plus grands problèmes de la Chine aujourd'hui. Je pense qu'en France, la question du célibat, elle est partout. Il faut la regarder. La question des aidants, elle est très présente. La question de l'appauvrissement, la paupérisation des célibataires, elle est essentielle. Des femmes et des hommes. États-Unis, Angleterre, partout où vous regardez, je pense que c'est une porte d'entrée. Le célibat, très intéressante pour comprendre nos sociétés et les crises actuelles de nos sociétés. Même si le livre s'arrête dans les années 80. Mais l'introduction nous mène au très contemporain. Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Et voilà, je vous encourage à aller regarder ou acheter Les Oubliés de la Saint-Valentin, voilà, des vies à l'ombre du mariage. Merci beaucoup, Romain Huret. Merci beaucoup. L'ouvrage de Romain Huret, Les Oubliés de la Saint-Valentin, des vies à l'ombre du mariage, est publié aux éditions La Découverte. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, samedi 21 février 2026, et réalisée et mise en onde par Radio Radio, avec Radio Radio Plus et Radio Terre.